Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette table ronde consacrée à la gestion et aux échanges de données avec les administrations fiscales. Avant de commencer, quelques informations pratiques. Ce webinaire sera diffusé en replay sur notre blog TAJ à partir de demain. Et pendant notre discussion, n'hésitez pas à poser vos questions directement sur le chat ou à contacter nos experts par mail et nous vous répondrons le plus rapidement possible. Alors, échange de données avec l'administration fiscale. L'actualité de ces dernières années est assez riche en évolution dans ce domaine et les prochains mois apporteront de nouvelles obligations nombreuses, déjà connues des entreprises pour une partie d'entre elles, à défaut d'être attendues avec impatience. La trajectoire est simple, limpide, toujours plus de données, toujours plus de détails, toujours plus vite, jusqu'à la transmission en temps réel des transactions réalisées, quitte à donner parfois l'impression que l'administration fiscale participe ou est intéressée à participer à la gestion des entreprises. Mais ce ne sera pas le sujet du jour. L'échange de données avec l'administration est un sujet vaste et nous avons pris le parti de couvrir 3 sujets d'actualité récente que sont la facturation électronique, la digitalisation du contrôle fiscal et enfin la nouvelle procédure de l'examen de conformité. Alors sans plus attendre, je me tourne vers Vanessa Irougayen et Delphine Nicot. Vanessa est l'associée en charge de notre département TVA et Delphine est directeur dans le même département. Toutes deux accompagnent nos clients en matière de facturation électronique et de logiciels de caisse. Première question pour rentrer dans le sujet, qu'est-ce que la facturation électronique aujourd'hui ? Alors Thierry, tout d'abord, quand on parle de facturation électronique, il convient de distinguer les relations des entreprises avec le secteur public et les relations interentreprises. Alors s'agissant des relations avec le secteur public, le recours à la facturation électronique s'est fait de façon progressive à compter de 2017 et de façon obligatoire. Aussi, les opérateurs doivent transmettre leurs factures aux entités publiques via la plateforme Chorus Pro. Ces factures peuvent être soit créer directement à partir de la plateforme, soit faire l'objet de dépôts via un connecteur ou en dépôt direct ou en liaison EDI. S'agissant des relations interentreprises qui nous intéressent plus particulièrement aujourd'hui, les opérateurs ont encore le choix de recourir à la facturation sous format papier ou sous format électronique. Alors la facture électronique, qu'est-ce que c'est ? C'est une facture qui est créée, transmise, reçue et archivée sous format électronique. Autrement dit, l'intégralité du processus de facturation doit être électronique. Une facture qui serait émise sous format papier puis numérisée ne répond pas à une telle définition. Et encore, la facturation électronique doit faire l'objet d'une acceptation du client. Alors, les factures électroniques peuvent revêtir plusieurs formes. Les factures électroniques simples, on pense notamment aux factures générées directement depuis les systèmes d'information et envoyées sous format PDF aux clients, format auquel les entreprises ont recouru de façon massive pendant la période Covid. Il y a également les factures qui sont assorties d'une signature électronique et enfin les factures électroniques sous format structuré qu'on appelle également factures dématérialisées ou EDI. En termes de transmission, les factures électroniques peuvent être transmises directement entre les opérateurs ou encore passer par des plateformes privées. On rappelle enfin que les opérateurs doivent toujours documenter leur piste d'audit fiable lorsqu'ils ont recours à la facture électronique eux-mêmes ou qu'ils reçoivent des factures électroniques qui ne répondent pas aux exigences de l'EDI fiscal ou qui ne sont pas assorties d'une signature électronique. D'accord, donc on peut avoir des factures électroniques non conformes, en fait, comme pour toute facture, en fait. Donc ça, c'est l'existant. Vanessa, la réforme qui nous attend, qu'est-ce qu'elle va changer ? Alors, cette réforme, elle repose sur 2 piliers. Le premier pilier, en fait, est l'obligation d'échange de facturation électronique, ce qu'on appelle également l'e-invoicing. Alors, cette obligation, elle vise quoi ? Elle vise les opérations domestiques réalisées entre entreprises assujetties à la TVA française et qui font l'objet d'une obligation de facturation. Sont donc exclus du champ de cette nouvelle obligation de facturation électronique les opérations réalisées avec des particuliers ou les opérations réalisées avec des contreparties étrangères. Le second pilier de la réforme est l'obligation de transmission des données de facturation complémentaires qui ne sont pas visées par l'obligation de facturation électronique. Alors, cette obligation qu'on appelle e-reporting, elle va viser quoi ? Elle va viser les données de facturation propres aux opérations avec les contreparties étrangères, où là, il faudra faire remonter la date de l'opération et le montant hors taxe. Elle va viser également les données de facturation liées aux opérations réalisées avec des
particulier. Et dans ce cas-là, on va devoir faire remonter comme information la date, le montant hors taxe, le taux de TVA et le montant de TVA dû sur cette opération. Et le dernier flux d'informations qu'on va devoir faire remonter à l'administration, et qui est un point très intéressant pour l'administration, ça va être le statut de la facture, est-ce qu'elle est acceptée ou pas, et la date de paiement de ces factures d'achat. Alors, cette réforme, elle est d'application progressive. À partir du 1er janvier 2023, l'ensemble des sociétés françaises vont devoir être capables de recevoir des factures électroniques et seulement les grandes entreprises, elles, devront les émettre. Ensuite, ça va être étendu, cette obligation de facturation électronique va être étendue aux entreprises de taille intermédiaire en 2024 et à partir de 2025, le champ couvrira les PME et les TPE. Alors, 2023, c'est demain, hein, donc les délais de mise en œuvre sont très serrés. C'est pourquoi la DGFiP a adapté une démarche en fait concertée avec les opérateurs. Différents ateliers sont mis en place afin d'échanger sur les besoins des opérateurs, mais également d'arbitrer certaines contraintes techniques et pratiques. Une ordonnance qui fixe les modalités d'application en fait de cette réforme doit sortir en fait en septembre 2021. D'accord, donc si on attend septembre 2021 pour commencer à se préparer, on n'aura plus que 15 mois pour mettre en place tous les systèmes nécessaires. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui, notamment en regardant les enjeux pour l'administration fiscale, d'essayer d'anticiper un petit peu ce qui sera dans l'ordonnance? Qu'est-ce qu'elle cherche, l'administration fiscale? Alors, l'administration fiscale, son premier objectif, en fait, c'est quoi? Il est simple, il est clair, il est affiché. C'est la lutte contre la fraude TVA. Donc en fait, qu'est-ce que cherche l'administration? C'est à réduire l'écart qui existe entre les dépenses de TVA qui sont attendues et celles qui sont effectivement reçues, ce qu'on appelle le VAT gap. Il faut avoir en tête qu'en 2018, en fait, ce VAT gap, c'est-à-dire les pertes attachées à la fraude TVA, en fait, représentait 12% des recettes nationales de l'État français, ce qui est considérable. Donc, en combinant la facturation électronique et la transmission obligatoire de données, l'administration, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? Elle va pouvoir contrôler de manière systématique et en temps réel les opérations TVA. Cette vision globale qu'elle va avoir des opérations TVA va lui permettre de réaliser des opérations de recoupement entre les achats et les ventes. Par exemple, l'information relative à la date de paiement va aussi lui permettre, par exemple, de contrôler que la TVA n'est pas déduite par anticipation. Donc, une fois que l'administration va être en mesure de traiter toutes ces données, cette mine d'informations qui vont lui remonter, elle sera plus à même de pouvoir cibler ses contrôles. Donc, avec cette réforme et les progrès qui sont liés au traitement de données, on passe, et c'est ça, en fait, je pense, le gros bouleversement, en fait, on passe d'un contrôle a posteriori aléatoire à un contrôle, en fait, systématique et en temps réel pour l'administration. Et c'est ce sur quoi il faut impérativement se préparer. Le second objectif de l'administration, qui est moins important, je pense, pour les opérateurs, mais qui reste quand même important, c'est la collecte en fait, d'informations en temps réel sur la conjoncture économique. Et ça, ces données, comme par exemple les dates de paiement, vont pouvoir être analysées notamment par la DGCCRF afin de s'assurer que les délais de paiement sont respectés. D'accord, c'est intéressant. Et donc, ce type de réforme existe au niveau international, notamment au niveau de l'Union européenne. Est-ce qu'on a des retours d'autres juridictions qui auraient pris un peu d'avance sur la France? Autour de nous, si on regarde, on a par exemple l'Italie, l'Espagne ou la Hongrie qui ont mis en place de telles réformes récemment. Et ces réformes combinent souvent à la fois la facturation électronique et la transmission obligatoire des données. Alors, on constate aussi que ces réformes ont été mises en place de façon progressive, soit en introduisant des seuils de chiffre d'affaires qui réduisent peu à peu, ou alors par typologie d'opérations. On vise d'abord les opérations B2B domestiques et on introduit peu à peu la transmission des données relatives aux opérations avec les particuliers. Ou encore une acceptation assez large des formats de remontée des informations, avec, in fine, des formats plus structurés tels XML. Alors, ces réformes, on le voit, ont entraîné de profonds changements, évidemment, dans l'organisation des entreprises, mais également dans les relations avec les administrations fiscales qui mettent progressivement à profit ces données pour organiser effectivement des contrôles plus ciblés
ou alors des vérifications croisées des données entre les opérations remontées par les vendeurs et par les acquéreurs. Alors, pour ces pays autour de nous, ces réformes constituent un véritable succès dans leur lutte contre la fraude ou contre le VAT gap dont on parlait tout à l'heure. 2 exemples à cet égard. La Hongrie, qui a mis en place sa réforme en 2018, indique qu'elle a pu ainsi réduire son VAT gap de 16 à 9%. L'Italie, quant à elle, qui a mis en place cette réforme en 2019, indique avoir récupéré comme ça 2 milliards d'euros, ce qui est considérable également et ce qui donne des perspectives à notre réforme française. Enfin, plus généralement, une promesse qui est faite aux entreprises en début de réforme, c'est leur simplifier la vie par le pré-remplissage des déclarations de TVA. Mais ce pré-remplissage ne peut se faire qu'au bout d'un certain nombre d'années, une fois qu'on maîtrise la donnée qu'on récupère auprès des entreprises. Et c'est chose faite en Espagne qui propose ce pré-remplissage maintenant à ces entreprises. Ce sera bientôt le cas également en Italie qui proposera un pré-remplissage des déclarations de TVA annuelles ainsi que des journaux TVA qui doivent être envoyés également en même temps que les déclarations de TVA. Alors c'est peut-être là qu'on atteint les limites de l'immixtion de la gestion de l'administration dans la gestion des entreprises, mais encore une fois, ce n'est pas le sujet du jour. Concrètement, 2023, c'est demain. Donc, en termes d'enjeux pour les entreprises, quels sont-ils de manière prioritaire et surtout, comment anticiper cette réforme, bien que le texte ne soit pas encore connu? Alors, comme nous l'avons indiqué, c'est en septembre qu'on devrait être fixé sur les conditions et les modalités pratiques d'application de la réforme, donc septembre 2021. Mais même si certains points restent encore à déterminer, comme par exemple le format de la transmission de données ou encore les conditions d'archivage, il y a déjà des obligations qu'on sait d'ores et déjà acquises. Alors, le premier point, on sait que la réforme n'aura aucun impact, c'est sur l'obligation de documenter sa piste d'audit fiable, ce qu'on appelle la PAF. Alors, petit rappel, depuis 2013, les entreprises ont l'obligation de documenter de manière écrite l'ensemble et la nature des contrôles internes qu'ils réalisent afin de pouvoir certifier l'authenticité, l'intégrité et la lisibilité de leurs factures émises et reçues. Il convient également que cette documentation, dite PAF en fait, permette de justifier que les factures émises et reçues sont conformes et liées à une opération économique vérifiée. Et donc pour ça, il faut reconstituer le processus de facturation en intégralité, c'est-à-dire du bon de commande à l'émission de la facture. Donc les entreprises qui n'ont pas encore rédigé leur PAF ou celles qui l'ont effectivement mise en place mais qui devraient les revoir afin d'appréhender mieux l'ensemble des informations qui vont être à la disposition de l'administration lors des contrôles fiscaux, et également de lister les chantiers qu'il conviendrait de mettre en place dès maintenant afin d'avoir une mise en œuvre plus sereine de la réforme de 2023. Alors justement, pour être plus sereine, les entreprises peuvent d'ores et déjà lancer les chantiers suivants. Alors, revue du processus de facturation dans son intégralité, car à compter de 2023, il faut avoir en tête que les opérateurs vont devoir gérer plusieurs systèmes de format de facture. Aussi, un opérateur pourra être dans l'obligation d'émettre des factures électroniques dès 2023, mais pourra continuer à recevoir des factures sous format papier de la part d'ETI ou de PME, ou encore de factures sous format PDF par email par des opérateurs étrangers. Les opérateurs pourront également procéder à une revue de leur flux et du traitement TVA associé pour éviter un rejet de la facture par le système qui sera mis en place en 2023. Et enfin, les opérateurs peuvent profiter en fait de cette période pour remettre à plat l'intégralité de leurs mentions sur facture. Alors effectivement, faire le point sur les mentions obligatoires existantes et notamment sur les nouvelles mentions telles qu'issues du Code de commerce, par exemple le report du bon de commande sur les factures. Elles peuvent aussi anticiper les nouvelles mentions qui seront applicables à compter de 2023.
On le sait, les entreprises devront désormais reporter le numéro sirène de leurs clients sur les factures. Elles devront indiquer si elles ont réalisé une option sur les débits et elles devront également indiquer la nature de l'opération, à savoir livraison de biens ou prestation de services. Tout ça n'étant pas obligatoire aujourd'hui. Alors, enfin, selon le nombre et la complexité de leurs opérations, les entreprises doivent également réfléchir à l'opportunité de passer directement par la plateforme qui sera proposée par l'administration ou au contraire anticiper en se rapprochant de plateformes privées pour anticiper la réforme. D'accord, c'est très clair. Alors merci beaucoup à vous deux pour ces éléments de compréhension et d'appréciation des enjeux qui nous attendent. Qui dit nouvelles obligations et nouveaux modes de gestion, dit aussi contrôle de ceux-ci. Donc la prochaine table ronde va être animée par Magali Bénard et Sandrine Rudeau. Magali est responsable de l'équipe qui assiste nos clients sur l'ensemble de leurs problématiques, alliant à la fois fiscalité et système d'information. Et Sandrine est responsable de l'équipe contentieux fiscal du cabinet. Alors nous allons maintenant voir avec elle où nous en sommes aujourd'hui dans la digitalisation du contrôle et quelles sont les tendances vers où nous allons. Magali, directement, on en est où? Alors, bonjour à tous. Je propose de commencer par un état des lieux sur le fichier des écritures comptables que l'on appelle le FEC, qui est obligatoire maintenant depuis 7 ans. Je tiens juste à préciser que ce matin, nous allons parler uniquement des échanges avec l'administration fiscale, mais que l'URSSAF et la DGCCRF demandent également de plus en plus le FEC et l'utilisent pour leur contrôle. Mais bon, comme tu le disais, ça fait 7 ans déjà, donc j'imagine que les sociétés ont déjà intégré la dimension FEC dans leur gestion. Oui, il y a eu un réel progrès ces dernières années, mais pour la majorité des sociétés, mais on a encore 3 typologies de clients. On a les sociétés qui ont intégré cette extraction du FEC dans leur process de clôture, voire même dans leur process de gestion. Celles qui extraient le FEC en cas de contrôle, lorsqu'elles reçoivent un avis de vérification, donc le contrôle classique, ou un examen de comptabilité, le contrôle à distance. Et enfin, les sociétés qui n'ont pas de FEC. Il y a vraiment des sociétés qui n'ont pas de FEC? Oui, il y en a beaucoup moins qu'auparavant, mais il y a encore quelques cas de figure. Les sociétés qui n'ont pas encore fait l'objet de contrôle depuis 7 ans. Nous avons également des sociétés qui sont des filiales ou des succursales de groupes étrangers qui n'ont pas le temps ou les moyens de le faire donnés par le groupe. Car certains groupes pensent encore qu'il faut juste appuyer sur un bouton pour extraire un FEC, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça, surtout quand on est en norme groupe. Et enfin, on a les cas d'acquisition de société où les aspects de conservation des données électroniques comptables et de gestion ne sont pas toujours bien appréhendés. Or, une fois qu'on a acquis une société, on doit pouvoir répondre en cas de contrôle fiscal et c'est vrai qu'il faut anticiper ces points lors des due diligence d'acquisition. Alors, moi, ce que je retiens en fait de ce que tu as dit, Magali, au début, c'est un aspect positif malgré tout. C'est qu'il y a des sociétés qui, au contraire, ont transformé cette contrainte en opportunité. Oui, exactement. On a certains groupes, majoritairement français, qui ont vraiment pris ce sujet à cœur et ont mis en place l'extraction du FEC à la clôture, bien sûr, pour faire des tests de conformité comptable et fiscale, mais également de façon périodique pour leur clôture trimestrielle et semestrielle, par exemple, pour vérifier si jamais il n'y a pas eu quelque chose, une erreur, et éventuellement corriger sur l'exercice qui n'est pas encore clos. D'accord. En tout cas, quel que soit le stade d'avancée des entreprises en matière de gestion du FEC, il est clair que l'administration fiscale a considérablement évolué récemment et que maintenant, elle utilise le FEC de manière systématique à chaque contrôle. Oui, tu as tout à fait raison. En fait, au départ, l'administration a eu, elle aussi, besoin de s'adapter. Maintenant, les vérificateurs sont de mieux en mieux formés pour utiliser le FEC. L'un des premiers contrôles qu'ils réalisent, c'est le contrôle de cohérence avec la liasse déposée, s'assurer que le FEC transmis raconte entre guillemets la même histoire que la liasse déposée. Ensuite, on voit également des contrôles plus pointus sur les libellés d'écriture. Par exemple, si le vérificateur veut s'intéresser au sujet des provisions, il peut voir par rapport au libellé de compte, mais également par rapport au libellé d'écriture. Donc, il y a des contrôles quand même beaucoup plus poussés sur le FEC que maintenant. D'accord, très bien. Donc, on a beaucoup d'informations dans le FEC, c'est une source pour l'administration assez intéressante. Lorsqu'on parle de digitalisation et donc du FEC, il y a aussi les contrôles informatisés qui suivent. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, en fait, le FEC, et donc c'est la comptabilité générale, mais ça représente finalement qu'une petite partie des données dans les ERP.
De façon schématique, on peut dire que la comptabilité générale, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais en dessous, il y a l'ensemble des données de gestion qui viennent alimenter cette comptabilité générale. Cela correspond aux données détaillées de vente, achats, stock, production, immobilisation et les données de personnel. Donc, lorsqu'un vérificateur fait un contrôle fiscal, il a accès à l'ensemble des données que je viens d'évoquer, donc le périmètre est très large pour lui. D'accord. Et donc, pour les personnes qui nous écoutent et qui peut-être n'ont pas encore eu la chance d'avoir à répondre à des demandes de traitement, en quoi cela consiste de manière très concrète? Alors, quand un vérificateur adresse une demande de traitement à une société, il souhaite vérifier que les données et les process expliqués pendant le contrôle sont cohérents par rapport aux résultats déclarés. Donc, par exemple, si on prend une demande de traitement simple, donc les demandes de traitement simple peuvent maintenant, sont réalisés par les vérificateurs généraux. Il n'y a plus que les BVCI qui le font. Avant, on se disait on avait un contrôle fiscal informatisé uniquement si la BVCI, les brigades de vérification et comptabilité informatisée, venaient. Maintenant, ce n'est plus le cas. L'objet de la demande de traitement lié à la TVA peut être vérifier le traitement de la TVA collectée et s'assurer de la cohérence du chiffre d'affaires entre les données de vente et le FEC. Et pour cela, il va demander les données liées aux ventes. La loi prévoit 3 options en cas de contrôle fiscal informatisé. Il y a l'option A, où le vérificateur va réaliser la demande de traitement dans les locaux de la société sur le matériel de l'entreprise. L'option B, où c'est la société qui réalise elle-même le traitement. Et l'option C, où on met à disposition les données pour le vérificateur. Et là, il va le réaliser dans ses locaux ou en télétravail actuellement. Et alors, cette problématique de choix des 3 options, c'est un sujet qui a entraîné des différends entre les contribuables et l'administration fiscale et qui a divisé les juges également dans le cadre des contentieux au départ. Donc le Conseil d'État a dû préciser les choses. Dans un premier temps, dans une affaire Le Carlotta, il a jugé en 2019 que le vérificateur doit indiquer au plus tard, au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit, ce qui est important, et de manière suffisamment précise, les traitements, en fait, la nature des investigations qu'il doit effectuer. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça signifie, la nature des investigations? Ça signifie 2 points. Les données sur lesquelles le vérificateur veut faire porter ses recherches et l'objet des investigations. En fait, l'objectif, c'est de permettre aux contribuables de choisir en toute connaissance de cause entre les 3 options que tu as citées, Magali, l'option A, l'option B ou l'option C. Ensuite, en 2019, dans une affaire pharmacie Caluire, le Conseil d'État précise que selon l'option choisie, le vérificateur pourra avoir des obligations supplémentaires. Et il devra en fait communiquer la description technique des traitements qu'il envisage de réaliser, seulement si le contribuable a choisi l'option B. Alors, ça veut dire qu'en fait, il faut faire une différence entre l'information que le vérificateur doit donner au départ et les précisions qu'il doit apporter par rapport au but qu'il poursuit. Si c'est l'option B qui est retenue, c'est donc à ce moment-là seulement qu'on aura une précision sur les moyens techniques que le vérificateur va employer. Oui, la description technique à laquelle tu fais référence, en pratique, on l'appelle le cahier des charges. Et ce cahier des charges est obligatoire uniquement lorsqu'on retient cette option B. Donc, personnellement, je recommande cette option B car elle permet 2 choses. Avoir une meilleure visibilité sur ce que souhaite faire le vérificateur de façon claire et avoir un meilleur dialogue interne pour les comptables, les fiscalistes et les informaticiens, parce qu'il faut toutes ces personnes-là pour faire une demande de traitement. Et ainsi, ils verront quelles sont les différentes séquences. Donc, autre point, quand on a une demande de traitement, c'est bien définir le périmètre dès le départ et s'assurer que la demande est faisable. Sinon, une fois l'objet et la demande définis, ce sera plus dur de revenir en arrière après. D'accord, donc si je comprends bien, parmi les 3 options, finalement, ce qui va changer, c'est qui fait le calcul initial, dans quelles conditions, et avec l'option B, on aura plus d'informations sur ce que l'administration cherche et sur son mode opératoire. Alors, et de toute façon, qu'on prenne A, B ou C, l'entreprise devra comprendre tous les calculs qui sont faits et devra être capable soit de les avoir réalisés, soit de les challenger. Exactement. Donc finalement, c'est une question de savoir quand est-ce qu'on fait le travail, mais de toute façon, l'entreprise est condamnée à faire le travail à son niveau. Okay. Alors, dans le cadre des contrôles, tous les contrôles dans lesquels tu as accompagné nos clients depuis une dizaine d'années, quels sont les thèmes les plus fréquents et qu'est-ce qu'on voit sortir ces dernières années? Alors, je dirais que le podium des demandes est assez constant. On a la TVA en premier point, les impôts locaux et les prix de transfert. On a également le sujet sur le calcul des provisions
Et dernièrement, on a une hausse des demandes liées au crédit impôt recherche. Alors, si on prend la demande relative au prix de transfert, c'est une demande assez complexe. Elle est réalisée par les BVCistes cette fois. Elle vise à étudier les marges réellement pratiquées quand on regarde les données. Donc pour répondre à ce type de demande, il faut extraire un certain nombre d'informations. On a la fiche article qui permet d'avoir le code article libellé, la famille, le détail du fournisseur, où il est situé, s'il est dans le groupe ou hors groupe, et bien sûr le coût de revient. Ensuite, nous avons les données de vente à extraire, et les données de vente sont extraites ligne à ligne. Et ensuite, à partir de ces deux fichiers, on peut avoir le détail ligne à ligne avec le calcul de la marge brute. Vient ensuite les ajustements au prix de transfert, et ensuite on a les coûts indirects, les coûts marketing, logistiques, qui vont être ventilés selon les clés de répartition choisies par la société ou, à défaut, selon le chiffre d'affaires. Et à la fin, on a la marge nette. Donc le vérificateur a vraiment l'exhaustivité des informations à la ligne de produit ou éventuellement à la famille de produits, mais cela lui permet de challenger la société sur les éventuels écarts identifiés entre le résultat de la demande de traitement et la politique de transfert transmise. Ouais, donc c'est quand même des traitements assez lourds et assez complexes à réaliser. Et de mémoire, le contribuable a au maximum 1 mois pour communiquer les informations à l'administration. Oui, en fait, quel est le délai? Lorsqu'on retient l'option B, le vérificateur laisse environ 1 mois. Par contre, il faut faire attention parce que depuis 2017, le calendrier s'est resserré. Et à l'intérieur de ce mois de réalisation de la demande de traitement, le vérificateur peut demander à avoir lui aussi accès aux données brutes et réaliser de son côté la demande de traitement. Et on doit lui transmettre sous un délai de 15 jours. Donc c'est une véritable course contre la montre, mais la société doit forcément le respecter, puisqu'autrement il y a une sanction qui s'applique, c'est 10% des droits à rappeler. Oui, quand même. Donc, qui dit sanction, on peut peut-être s'arrêter un petit peu sur les nouvelles procédures liées au contrôle informatisé et sur ces fameuses sanctions, et puis derrière sur le contrôle que le juge exerce sur celles-ci. Oui, effectivement, parce que quand on parle de sanctions, on a souvent du contentieux qui arrive ensuite. Alors, les nouvelles sanctions, elles sont assez nombreuses en fait, donc on ne peut pas les aborder de manière exhaustive, mais il y en a 2 qui sont assez emblématiques. Ce sont les sanctions pour des contribuables qui ne présentent pas de FEC au début des opérations de contrôle, et pour les contribuables qui s'opposeraient en fait au contrôle fiscal informatisé dont ils peuvent faire l'objet. Alors, si on commence par les contribuables qui ne présentent pas de FEC au début des opérations de contrôle, en fait, ils s'exposent à une amende au moins égale à 5 000 €. Mais si par ailleurs l'administration leur inflige un rehaussement, l'amende, elle peut atteindre 10% des droits rappelés, ce qui est quand même assez colossal. Alors, l'administration n'hésite pas à appliquer cette amende, et on le voit puisque quelques années plus tard, on a de plus en plus de contentieux, avec des arrêts maintenant de cour administrative d'appel, on en est à ce stade, et notamment en avril 2019, la Cour de Paris a confirmé qu'un contribuable qui ne remet son FEC qu'à la 3e intervention sur place s'expose à une amende. En fait, il ne pourra pas être regardé comme ayant présenté son FEC au début des opérations de contrôle. Alors, c'est une appréciation qui est très rigoureuse du texte, qui est très sévère, mais qui montre qu'il faut vraiment être prêt quand les opérations commencent. Pour prendre l'autre cas d'un contribuable en fait, qui rendrait un contrôle informatisé impossible, on a eu l'an passé 2 décisions du Conseil d'État pour des options différentes. Ce qu'on peut en retenir, c'est que le Conseil d'État a posé une règle générale en fait, en expliquant que pour qu'on ait opposition à un contrôle fiscal, il faut qu'on ait 2 conditions cumulatives qui soient réunies. Il faut que le contribuable ait été informé de sa possibilité de changer d'option s'il rencontre des difficultés, et il faut par ailleurs que les traitements qu'a demandé le vérificateur, les traitements informatisés, soient nécessaires au contrôle. Alors, dans une affaire qui a été jugée au mois de novembre dernier, la décision Bellard, le vérificateur avait précisé au contribuable qu'il pouvait changer d'option. Il lui a précisé au début du contrôle. Le contribuable a refusé de le faire, et le Conseil d'État a considéré qu'en fait le vérificateur n'avait pas à réitérer cette information. Autrement dit, vous avez été averti une fois, ça suffit. Et le Conseil d'État a considéré par ailleurs que les conditions générales étaient réunies. Il a validé l'opposition à contrôle fiscal, ce qui veut dire qu'en fait, ce risque d'évaluation d'office et d'opposition à contrôle fiscal avec une amende de 100%, ce n'est pas juste théorique, c'est une vraie épée de Damoclès qui peut tomber.
Merci Sandrine. Donc on voit bien que l'administration a des outils pour sanctionner les contribuables qui ne respectent pas leurs obligations au regard du FEC ou qui s'opposent au contrôle de manière volontaire ou involontaire, comme on vient de le voir avec le dernier exemple sur le fait qu'on avait été informé et qu'il y a eu une information unique et suffisante. Alors l'administration a aussi des modes de contrôle un peu différents, un peu nouveaux, et elle peut procéder au fameux contrôle inopiné dans certains cas. Donc, est-ce que tu peux nous éclairer sur cette procédure assez particulière finalement? Alors, les contrôles inopinés, c'est une procédure qui existe depuis assez longtemps maintenant. Et depuis 2013, le législateur a rajouté encore une couche au millefeuille de texte en prévoyant un contrôle inopiné, mais informatisé cette fois. Alors, ça permet en fait à l'administration de venir dans les locaux d'une entreprise sans l'avoir prévenu au préalable. Ça, c'est le principe du contrôle inopiné. Et en plus, contrôle inopiné informatisé, de saisir des fichiers et prendre des copies. Alors, il y a quelques points d'attention en fait dans ces procédures et pour citer deux exemples, Thierry, de choses qui me questionnent. Le premier point, c'est les empreintes numériques. En fait, l'administration, quand elle prend de manière inopinée des fichiers informatiques, le vérificateur prend deux enveloppes, une à sa destination, une pour le contribuable, et ensuite le jour du prochain contrôle, on les ouvre pour confronter. Et pour s'assurer en fait que les fichiers n'ont pas été modifiés, il y a des empreintes numériques qui sont apposées. Ça, c'est une très bonne chose pour sécuriser effectivement les informations, mais le praticien du contentieux que je suis ne peut pas s'empêcher de se dire « mais ça, ce n'est pas toujours fait pour des opérations de perquisition en revanche ». Où là aussi on emporte des documents. Donc il y a sans doute une source de contentieux sur ce point. Et puis une autre interrogation, c'est le respect de tout ce qui concerne le caractère contradictoire de la procédure et les droits de la défense du contribuable. Ce qui est prévu, c'est qu'en fait, les saisies en fait, qui sont prises et les exploitations que l'administration en fera sont opposables aux contribuables. Ça, c'est quelque chose par principe qui m'interpelle et qui me gêne, dans la mesure où on ne peut pas exclure qu'en fait les données qui sont saisies soient inexactes. Et on doit toujours garder la possibilité pour un contribuable de donner des explications et de préciser en fait pourquoi les données qui sont saisies sont inexactes. Quand on a préparé en amont cette conférence ensemble, Magali, tu me disais que toi aussi c'est quelque chose qui te gêne. Oui, tout à fait, parce qu'un vérificateur peut être amené à saisir des données finalement incorrectes quand aucune historisation n'a été faite dans l'ERP. Un exemple très simple, si on a un produit qui est à 10 € en 2019, qu'il est passé à 15 € en 2020 et qu'il n'y a pas eu d'historisation, finalement les données relatives à 2019 prises par le vérificateur vont apparaître avec la mise à jour des tarifs de 2020, donc elles seront incorrectes. D'où la nécessité de mettre en place une gouvernance des données pour éviter cela. Alors, tu parles de gouvernance des données. Comment les entreprises peuvent-elles se préparer à tout ce que vous venez d'évoquer? Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent être envisagées et je pense qu'il faut distinguer deux cas de figure lorsqu'on se place avant un contrôle et lorsqu'on se place après un contrôle. Donc, avant un contrôle, il faut identifier les risques les plus significatifs pour la société et préparer en priorité les archives de ces données pouvant faire l'objet d'un contrôle. S'il y a un point à retenir en matière de gouvernance des données, c'est de figer les données pour pas qu'on arrive au problème que j'ai évoqué avec le produit qui change de tarif, organiser la conservation et surtout leur accessibilité en cas de contrôle. D'accord, donc oui, l'intérêt c'est bien, donc, fiabiliser les données, s'assurer de leur utilisabilité, on va dire, et deuxièmement, l'accessibilité immédiate en cas de demande par l'administration fiscale. Voilà, tu as tout compris. Pour mettre en place, c'est bien Thierry, pour mettre en place une politique de gouvernance de données, on peut envisager deux approches. Faire un audit à blanc afin d'identifier les points forts et les axes d'amélioration sur chaque thème, propre à chaque société, ou se baser sur le standard défini par l'OCDE, le SAFTI, le Standard Audit File for Tax, qui réunit pas moins de 1000 champs et permet de répondre à 90 voire 95% des demandes de l'administration. Alors certaines thématiques seront plus faciles que d'autres, mais au final, ce sera finalement ce que les entreprises ont vécu avec le FEC en version un peu plus grande, on va dire. Mais la première année va demander des efforts, mais ensuite, ce sera des process à reproduire.
D'accord. Et donc, avec la législation sur la facturation électronique, on voit que l'administration va demander de plus en plus de données. Exactement, elle a compris son intérêt. Et là, cette fois, avec la facturation électronique, ce sont des données de gestion. Là, le fait qu'on avait juste les données comptables. Donc, c'est vraiment important de s'organiser en amont. Et à terme, on finira par avoir les 5 thèmes du SAFTI prévus par l'OCDE, qui sont la comptabilité générale, les ventes, les achats, les immobilisations et les stocks. C'est assez lourd quand même. Et donc, ces archives, on les extrait. On les conserve en attendant un contrôle. Est-ce qu'on peut en faire autre chose comme tu en parlais pour le FEC? Exactement. C'est la même logique. On transforme une contrainte en opportunité. On met en place une politique de gouvernance de données. Ça nous permet déjà de se réapproprier les données d'un point de vue comptabilité statutaire, parce que les groupes fonctionnent souvent en normes groupes, mais pas forcément en normes PCG. Et on peut également envisager de mettre en place des tableaux de bord. Et une fois que l'on a les données figées et surtout fiables, cela permet de réaliser des contrôles de cohérence avec les bases déclarées sur tel ou tel thème et faire des déclarations s'il y a lieu. Sandrine, on avait un exemple par rapport aux immobilisations. On avait un exemple effectivement qu'on voulait aborder sur les immobilisations pour les établissements industriels. En fait, on s'est tous réjouis à la fin de l'année dernière avec la loi de finances de la baisse de moitié de la CVAE et de la baisse de moitié des bases taxables pour les établissements industriels. Mais une fois qu'on s'est réjouis, force est de constater que les impôts locaux, ça continue à peser assez fort sur les entreprises et il reste malgré tout des choses qui peuvent être faites. Ça peut être de manière générale des contrôles de cohérence pour vérifier en fait les registres des IMO avec les bases qu'on a dans le cadre d'une imposition à la taxe foncière et à la CFE. Ça peut être aussi une analyse beaucoup plus approfondie des immobilisations. On a commencé à le faire ensemble pour exploiter en fait les opportunités que crée la jurisprudence GKN Driveline du Conseil d'État en décembre 2020. L'idée, c'est vraiment au cas par cas d'analyser en fait l'activité de l'entreprise, ses spécificités, de regarder quelles sont les immobilisations qu'elle utilise qui peuvent être exonérées de taxes. Et ça présente un double avantage, pouvoir réclamer pour le passé et obtenir des restitutions d'impôts, mais aussi s'assurer pour l'avenir d'une diminution du montant de l'impôt qu'on aura à payer. D'accord, merci. Donc, on a parmi nos clients des entreprises qui ne sont pas aussi avancées en termes de gouvernance et qui ont déjà fait l'objet de contrôles fiscaux informatisés. Est-ce qu'il y a des conséquences induites par ces contrôles passés? Est-ce qu'il est trop tard dans un certain nombre de cas? Qu'est-ce que tu... Là encore, je distinguerais 2 cas de figure. Si on a été rehaussé ou si on a juste fait l'objet d'un rappel à la loi. Lorsqu'on a été rehaussé, il faut impérativement mettre en place des procédures pour régulariser les process mis en cause par la vérification. Par exemple, si l'administration a contesté les modalités de calcul des provisions ou du crédit d'impôt recherche et que la société a accepté ce redressement, alors elle doit changer les paramétrages dans son système. L'autre cas de figure que l'on voit, c'est un rappel à la loi dans la proposition de rectification. Finalement, l'administration précise 3 choses. Elle rappelle aux contribuables quelles sont les obligations comptables, et parfois on a quand même au moins une page dans la proposition de rectification. Elle décrit pourquoi, au cas particulier, ils ne respectaient pas les obligations comptables françaises, et elle précise qu'elle a décidé de ne pas rejeter la comptabilité malgré ce constat ou de ne pas appliquer l'amende. Sandrine, tu peux peut-être nous dire quelques mots sur ce point et ce que ça va induire pour le futur? Oui, parce que c'est vrai que quand on le lit la première fois, on peut avoir une première réaction de soulagement en se disant « bon, mais je suis passée au travers des mailles du filet ». Ça, c'est une réaction qui est humaine, mais je pense que très vite, il faut prendre conscience de ce que ça induit pour l'avenir. Ce que fait l'administration, ce qu'elle appelle un rappel à la loi, l'administration ne le fait pas au hasard. Et moi, j'ai aucun doute sur le fait que si l'administration revient quelques années plus tard, elle va regarder en fait si l'entreprise a fait évoluer la situation pour se conformer aux règles comptables et fiscales que l'administration avait énoncées. Et j'ai pas de doute non plus sur le fait que si c'est pas le cas, l'administration appliquera des sanctions. Alors, c'est vraiment une situation sur laquelle il faut être bien conscient des risques que ça induit. D'accord. Enfin, moi, quand j'entends rappel à la loi et le fait qu'on avait été informé, donc on avait connaissance de ces obligations et qu'on ne les respecte pas, j'entends en même temps pénalité de 40% pour manquement délibéré.
Alors, c'est normal que ça résonne comme ça. Mais en fait, ça, c'est ce qui risque d'arriver si l'entreprise fait l'objet de rappels. Il y aura effectivement, comme tu le dis fort justement, 40% de pénalité pour manquement délibéré. Mais on peut avoir d'autres scénarios où l'administration se situe en fait plus en amont. Les irrégularités que Magali citait, ça peut être des irrégularités au niveau du FEC de manière générale ou de la tenue de la comptabilité. Et là, en fait, le risque, c'est même plus le manquement délibéré, je ne sais pas dire si c'est pire ou pas pire, mais c'est un risque d'une autre nature, c'est que l'administration rejette la comptabilité, dise que la comptabilité n'est pas régulière ou n'est pas probante, mais dans les deux cas, ça entraîne un rejet. Et on parle beaucoup depuis octobre 2018 de la pénalisation du droit fiscal, et on a raison d'en parler, mais il ne faut pas oublier qu'en matière pénale, il existe un autre délit qui est le délit comptable, cette fois, et qui est réprimé tout aussi sévèrement. D'accord, donc on est passé de pénalité de 10% au début et maintenant du délit pénal en matière fiscale et potentiellement en matière comptable. Donc c'est sûr qu'on voit bien que si en cas d'intervention, lorsque les entreprises ne sont pas prêtes, l'administration a des cartes fortes à jouer. Et ça incite probablement à deux choses. Tout d'abord, mettre en place cette fameuse gouvernance des données dont tu parles Magali, avoir une vraie stratégie dans ces domaines. Et éventuellement, dans un deuxième temps, réfléchir à la pertinence de l'examen de conformité qui est apparu dans notre environnement réglementaire assez récemment. Alors, pour aborder le sujet, je vais être rejoint par Jean-François Defude, qui est associé de notre bureau de Montpellier, et qui est spécialiste de la dématérialisation fiscale. Alors, outre cette spécialité fort pertinente pour notre sujet du jour, Jean-François présente comme atout professionnel majeur d'être un homme, ce qui permet de montrer à tous que nous avons aussi des associés hommes compétents, contrairement à ce que le début de cette discussion pourrait laisser penser. Alors, Jean-François, merci de nous rejoindre. Merci Thierry, bonjour à tous. Est-ce que l'examen de conformité est un élément de réponse aux enjeux et aux risques qui pèsent sur les entreprises ? En tout cas, effectivement, on va voir que ce nouveau dispositif, puisqu'il est d'actualité, puisqu'il a été précisé en début d'année, peut faire écho effectivement aux différents sujets qui ont été présentés depuis le début de cette conférence. Mais en préambule, il est intéressant de rappeler ou de considérer que le premier sujet qui a été présenté par Delphine et Vanessa, finalement, présentait de nouvelles obligations qui vont s'imposer aux entreprises, à savoir la communication d'informations au travers du invoicing et du e-reporting. Et que la deuxième partie, finalement, c'est un contexte contraignant présenté par Magali et Sandrine de contrôle fiscal. Là, on va être dans une toute autre philosophie, puisque ce qu'on va voir, c'est que ce dispositif s'inscrit dans le cadre de la volonté de l'administration de mettre en place une nouvelle relation avec les entreprises, et donc la relation de confiance. Donc c'est vraiment une option qui va s'offrir aux entreprises et effectivement qui va faire écho à toutes les contraintes qu'on a présentées précédemment. D'accord. Alors concrètement, de quoi parle-t-on ? Alors, l'examen de conformité fiscale est un dispositif donc, qui a été prévu par la loi Pacte qui a été votée donc, en 2018, mais encore une fois qui prend toute son actualité puisqu'on a eu la publication d'un décret et d'un arrêté le 13 janvier dernier qui viennent préciser quelles sont les modalités pratiques de mise en œuvre de cet examen. Alors le premier point, c'est que cette option va s'offrir à l'ensemble des entreprises, l'ensemble des professionnels, et ce, quel que soit leur régime d'imposition, quelles que soient leurs conditions d'exercice, que ce soit des sociétés, tout type et toute taille, ou alors des entrepreneurs individuels. Ça, c'est le premier point. Il sera applicable à partir des exercices clos au 31/12/2020, donc il est déjà effectif pour les clôtures donc, qui sont en cours de gestion. Alors, en quoi ça va consister ? Ça va consister tout simplement à demander à un tiers de confiance qui sera un professionnel du droit ou du chiffre, avocat, expert comptable, commissaire aux comptes, organisme de gestion agréé, de réaliser un audit sur les comptes de la société ou sur les déclarations déposées et à l'issue de cet audit de communiquer à l'administration fiscale les conclusions qu'ils ont pu constater au travers d'un compte-rendu de mission. D'accord. Et donc ce chemin d'audit va avoir un impact sur les données qui devront être communiquées à l'administration fiscale ou c'est totalement différent ? Alors, pour répondre à cette question, effectivement, il faut regarder quelle est la composition de ce chemin d'audit et à quoi ça correspond effectivement. Alors, le chemin d'audit précisé dans l'arrêté, qui est extrêmement strict, et bien entendu, le tiers de confiance devra se conformer strictement à ce qui est attendu par l'administration fiscale. Une première lecture met en avant, je dirais, 3 objectifs différents. Il y a certains tests qui vont viser à s'assurer que la société est en mesure de communiquer des éléments à l'administration fiscale
dans un contexte contraignant de contrôle, inopiné ou un contrôle fiscal. Il y a une deuxième série de tests qui vont consister à s'assurer de la bonne application de la règle fiscale. Est-ce que l'arbitrage fait par la société correspond effectivement donc à la bonne application de la règle fiscale? Et puis il y a une troisième série qui va concerner les obligations déclaratives. Juste pour préciser sur la première partie, c'est-à-dire tester quelque part la capacité de la société à transmettre tous les éléments attendus par l'administration fiscale, on a trois types de tests. Le premier test va concerner le fichier des écritures comptables. Et comme l'a présenté tout à l'heure Magali ou Sandrine, c'est un élément qui devient extrêmement important dans le cadre des contrôles. Là, le test va être réalisé à deux niveaux. Premier niveau, c'est juste un test de conformité technique. Donc l'article A47.1, c'est est-ce que j'ai les bonnes données au bon endroit, dans le bon format et selon la structure attendue par l'administration. Et puis il y aura un deuxième test qui consistera à regarder la cohérence de l'application des règles comptables sur un certain nombre de points. On parlait tout à l'heure de rejet de comptabilité, par exemple, ou de comptabilité non sincère et non probante. Là, il faudra aller vérifier effectivement la séquentialité des écritures, les dates de validation des écritures, l'absence de données agrégées, etc., etc. Et là, on voit bien que ça rentre dans cet enjeu de fichier des écritures comptables qui, aujourd'hui, est attendu systématiquement par l'administration en cas de contrôle. Le deuxième point, ça va concerner les logiciels de caisse. Alors, il faut rappeler que depuis la loi de lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance financière de 2013, tout utilisateur de système de caisse doit disposer d'un logiciel certifié qui, bien entendu, évite toute manipulation ultérieure visant à éluder du chiffre d'affaires, pour faire simple, et doit disposer d'une attestation justifiant de cette conformité. Là, l'auditeur va devoir s'assurer que cette attestation est à la disposition de son client et qu'il est en mesure de le communiquer à l'administration fiscale. Et là, il y a un enjeu par rapport au contrôle fiscal informatisé, puisqu'on sait que c'est aussi un moyen de contrôle qui est particulièrement utilisé par l'administration fiscale sur les données des systèmes de caisse. Et le dernier point, c'est les modalités de conservation et d'archivage des documents, alors d'un certain nombre de documents par les sociétés, encore une fois dans le but de le communiquer à l'administration fiscale, et en particulier les documents visés à l'article 54 du Code général des impôts, les documents comptables obligatoires et les pièces justificatives. Et là, ça rejoint encore une fois, pourquoi pas le FEC, mais on en a déjà parlé, mais sur les pièces justificatives, bien entendu les factures et bien entendu les sujets évoqués par Vanessa et Delphine en première partie de cette conférence. D'accord. Donc sur les trois premiers points de ce chemin d'audit, on voit qu'on est sur de la formalisation, des éléments factuels, on n'a pas, les documents sont là, ils sont conformes, etc. Et tu mentionnais qu'il y avait 10 points dans le chemin d'audit. Est-ce que les autres points sont fondamentalement différents, plus techniques? Est-ce que... Alors effectivement, ils vont être plus techniques puisque là on ne va pas être dans la formalisation, mais vraiment une analyse au fond en fait de la réglementation fiscale qui a été appliquée. Alors on a un test qui va consister à s'assurer que la catégorie d'imposition dans laquelle le contribuable déclare correspond bien effectivement à son activité, son chiffre d'affaires, etc. Tant sur les impôts directs que sur la TVA. Bon, là on est sur quelque chose de relativement basique. Par contre, on a une dernière série de tests où là on va regarder la bonne application de la règle fiscale concernant la gestion des amortissements, des provisions, des charges à payer et des charges exceptionnelles en ce qui concerne les impôts directs. Et en ce qui concerne la TVA, il y a un test relatif à la validation de l'exigibilité, donc de la récupération et de la déclaration de la TVA collectée, de la TVA déductible. Si on se remet dans un contexte effectivement de données de gestion, bien entendu, il est fort probable que le tiers de confiance, le prestataire, devra être en mesure de s'appuyer sur des données de gestion pour valider ces différents points. Donc en fait, le tiers de confiance va réaliser une partie des contrôles jusqu'ici réalisés par les brigades. Alors effectivement, on pourrait considérer qu'il va vérifier ou en tout cas anticiper les contrôles de l'administration. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, qu'il va avoir l'obligation de communiquer les résultats de cet audit au travers d'un compte-rendu de mission. Alors, pour bien comprendre le déroulement, on rappelle quand même que, dans un premier temps, c'est une option. Donc, une société qui déciderait de se soumettre à l'examen de conformité fiscale va devoir donc choisir un prestataire. Ce prestataire devra réaliser cet audit en toute indépendance et bien entendu en l'absence de conflit d'intérêts. Une fois qu'il aura choisi ce prestataire et qu'il aura contractualisé avec lui, l'administration sera informée au moment du dépôt de l'alias que la société souhaite se soumettre à l'ECF. À partir de cette date, l'auditeur aura 6 mois pour réaliser son contrôle et au bout de ces 6 mois, il devra envoyer un compte-rendu de mission à l'administration fiscale, éventuellement demander le dépôt d'une liasse rectificative
en cas d'anomalie, mais en tout cas, il transmettra le résultat de ses travaux à l'administration. Là, on est sur un simple document, je dirais, dans lequel il va formaliser les différents tests qu'il a faits. Par contre, bien entendu, l'administration peut demander un droit d'accès sur tous les éléments sur lesquels il s'est basé pour réaliser cet audit, pour le vérifier, bien entendu, et bien entendu, potentiellement, le FEC, bien entendu, les données de gestion ou toute pièce justificative. D'accord. Donc, ce qui est un peu contradictoire quand même, c'est que l'entreprise se soumet volontairement à cette obligation, mais si je comprends bien, une fois, elle doit en informer l'administration a priori, et donc il n'est pas possible de faire ce type d'examen par un prestataire ou un tiers de confiance, sans, si les résultats ne sont pas bons, entre guillemets, on a quand même l'obligation de les communiquer à l'administration. Donc c'est un peu compliqué de temps en temps probablement. Donc, quels sont les avantages réels pour les entreprises dans ces conditions? Alors bien entendu, réaliser l'audit sans en informer l'administration et lui communiquer que si les résultats sont positifs, ce n'est pas l'idée et ce n'est pas l'esprit de ce dispositif. Et en contrepartie, évidemment, de ce dispositif, il y a un certain nombre d'avantages donc pour l'entreprise. Alors il y a des avantages qui sont clairement formalisés dans le décret et dans l'arrêté, et puis d'autres qui sont, je dirais, communiqués par l'administration fiscale. Alors, en ce qui concerne l'arrêté, le fait de s'être soumis à cet examen de conformité fiscale, et si cet examen s'avérait de déceler aucune anomalie, mais qu'a posteriori, l'administration fiscale, au travers d'un contrôle, finalement, venait remettre en cause une de ses conclusions. Là, l'administration, et le décret et l'arrêté précisent très clairement que ça serait considéré comme une mention expresse, et que par conséquent, aucun intérêt de retard ne serait appliqué sur les éventuels rehaussements ou rappels qui seraient donc imposés à la société. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a quand même une responsabilité de la part du tiers de confiance, et la société peut demander, le cas échéant, le remboursement des honoraires donc, payés dans le cadre de cet audit à hauteur des sommes qui seraient redressées par l'administration fiscale. Alors, uniquement à hauteur des honoraires payés et uniquement à hauteur des redressements qui seraient mis à la charge de la société. Mais au-delà de ça, on voit bien la volonté de l'administration fiscale, finalement, d'avoir une sorte de certification ou de sécurisation des déclarations qui sont déposées par les entreprises en amont. Et ça, dès 2018, il faut savoir qu'avant la loi Pacte, il y avait eu une consultation sur ces différents sujets. Et dans une de ces fiches, il était clairement indiqué que la mise en œuvre de l'ECS constituait finalement une sécurité sur les déclarations déposées par les entreprises, et que par conséquent, ça sera un élément essentiel à prendre en compte dans le cadre de la politique de contrôle fiscal mise en œuvre par la DGFiP. En d'autres termes, la mise en œuvre de l'ECF n'exclut pas un éventuel contrôle fiscal, bien entendu, mais c'est quand même un gage de sécurité en fait pour l'administration, et donc elle va regarder, je dirais, la société avec plus de bienveillance. À noter quand même que le fait de faire réaliser des comptes par un tiers de confiance et d'obtenir un compte-rendu de mission n'est pas quelque chose de nouveau par l'administration, c'est nouveau pour les sociétés, mais c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps pour les entrepreneurs individuels dans le cadre de leur adhésion à un organisme de gestion agréé. Et donc l'administration a l'habitude de gérer ce genre de choses. D'accord, merci beaucoup Jean-François. Alors nous allons voir successivement que les réformes vont permettre des contrôles en temps réel, voire a priori, en permettant des contrôles de cohérence des données de facturation, des données de gestion et des données complémentaires, dans la première partie de Vanessa et Delphine. Ensuite, l'importance de mettre en place une gouvernance des données et d'anticiper au mieux les nouveaux modes de contrôle, et notamment, comme le rappelait Jean-François, en mettant en place ou en utilisant le moyen de l'examen de conformité. Alors tout cela induit des changements profonds dans la gestion opérationnelle de la fiscalité pour les entreprises comme pour les conseils. Et ça introduit un autre enjeu majeur qui fera, j'en suis sûr, l'objet de futures discussions entre nous, concernant la transformation au sens large de la fonction finance, la digitalisation comme on en parle de plus en plus, et la nécessité absolue pour les départements fiscaux de participer activement dès l'origine à ces projets, afin de garantir des éléments dont on a parlé tout au long de cette table ronde, qui sont la qualité, la disponibilité et la fiabilité des informations comptables qui sont à la source de tout calcul d'impôt. Cette table ronde est maintenant achevée. Comme indiqué en préambule, elle sera disponible en replay sur notre blog à partir de demain, et notamment pour nos très nombreux concurrents qui nous ont écoutés ce matin et qui souhaiteraient approfondir leurs connaissances techniques en la matière. Merci à nos expertes, merci à notre expert. Merci à toutes et à tous pour votre présence et votre écoute. Prenez soin de vous et à très bientôt en live, cette fois, j'espère.